Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce journal. Le Salon international du livre d'Abidjan a ouvert ses portes ce mardi au Parc des Expositions. Et dans quelle ambiance, c'est ce qu'on verra dans quelques instants. Plus de 23 000 candidats entament les examens dans l'enseignement islamique sur toute l'étendue du territoire national. Constat dans 2 centres de la capitale économique dans ce journal. Et puis au Vatican, les cardinaux se préparent à élire le successeur au pape François. Mais d'abord, c'est une vraie bouffée d'oxygène pour les habitants d'Odjiné. L'usine d'eau potable de Samesso est enfin opérationnelle. Après 4 ans de travaux, elle a été mise en service officiellement en présence du vice-président de la République, comme en témoigne ce reportage de Nadja Elja et de Fulgence Kissiedou. Chose promise, chose faite. L'usine de traitement d'eau potable d'Odjiné est localité environnante et fonctionnelle, offrant aux populations de combler un besoin naturel vital, s'abreuver à une eau pure et saine, même pendant les périodes de grande sécheresse. Une garantie qui s'étend jusqu'en 2040, selon l'Office national d'eau potable, grâce à la mise en service de cette usine de traitement d'eau potable. Cette usine, située dans la sous-préfecture de Samesso, à 34 km d'Odjiné, va traiter 8 000 cubes d'eau par jour, en plus de 4 000 cubes déjà existants. Soit 12 000 cubes d'eau potable pour des besoins estimés à 7 380 mètres cubes. Aujourd'hui, lundi 5 mai 2025, marque donc l'aboutissement d'un projet d'envergure qui témoigne de la volonté du gouvernement de garantir un accès à l'eau potable à tous en Côte d'Ivoire. Les travaux sont achevés et les résultats sont là, visibles et concrets. C'est au total un montant de 13 milliards de francs CFA qui a été investi ici à Odjiné. Mise en service ce 5 mai par le vice-président de la République, ce système d'alimentation en eau potable s'inscrit dans le cadre du programme Eau pour tous. L'eau, c'est la source de vie. Et tout le programme du président Alassane Ouattara, c'est d'apporter le bonheur aux populations par un développement qui soit un développement complet. Ce développement complet nécessite que les gens vivent dans les meilleures conditions possibles. Et dans ces conditions, il faut de l'eau. Le président promet et il réalise ce qu'il a promis. Et c'est pour ça aussi que la Côte d'Ivoire avance. Toutes les localités raccordées au réseau de distribution dans la zone pourront recevoir cette eau potable dans leur robinet dès l'ouverture des vannes. La 15e édition du SILA est lancée. Une centaine d'auteurs, des milliers de visiteurs, des dédicaces et des rencontres jusqu'à ce samedi. Le thème cette année, Livre Racine. On écoute un extrait de la ministre de la Culture et de la Francophonie ainsi que du grand chancelier Ali Koulibaly à ce propos. Livre Racine est une incitation à un retour à l'essence même de ce que nous sommes, en puisant dans notre mémoire collective et notre force de bâtir l'avenir. Le livre n'est donc pas qu'un simple support. Il conserve les récits, transmet les savoirs, fertilise nos imaginaires. Faut-il rappeler à nouveau tous les bienfaits de la lecture sur l'esprit d'un enfant, d'un adolescent ou d'un jeune adulte qui succombe à cette passion? La lecture propose aux plus jeunes un irremplaçable outil de connaissance et d'épanouissement. Elle leur fait découvrir 1000 récits, 1000 personnages, 1000 héros auxquels s'identifier. C'est le top départ des grands examens dans l'enseignement islamique. Plus de 23 000 candidats affrontent cette semaine le CEP, le BEPC, le bac sur tout le territoire ivoirien. La plateforme islamique était ce mardi à Bobo et à Niamey pour s'assurer du bon déroulement des épreuves. Salifia Lekwe, Tanguy Conan. À Bobo à Keïkoa ce mercredi, cet établissement a abrité le lancement officiel des examens nationaux islamiques. Une initiative de la plateforme des structures islamiques d'éducation en Côte d'Ivoire, composée de 3 grandes fêtières, l'OEEC, l'Organisation des établissements d'enseignement islamique en Côte d'Ivoire, la LECIM, la Ligue des établissements confessionnels islamiques et Médérassa en Côte d'Ivoire, et Chérifla, conseil d'usage des responsables de cette plateforme,
et des mises en garde contre toute forme de tricherie ont marqué cette étape. Après le lancement, la délégation officielle a mis le cap sur 3 autres établissements, Sabil El Fala à Bobo-Bessé, Chérifla dans la commune d'Anyama et Anour à Avocatier. Ici, un dispositif de vidéosurveillance antifraude a été mis en place. Les candidats, pour leur part, restent confiants. Ça se passe très bien, monsieur Dieu. On a bien débuté, Charles. Mon souhait est d'être le premier de l'examen. Au terme de cette journée, les responsables de la plateforme se félicitent du bon déroulement de ces examens et du processus d'intégration des écoles islamiques au système national. Au titre de la participation à la session 2025, nous avons enregistré un total de 23 118 candidats, répartis comme suit. CEP islamique, nous avons enregistré 17 505 candidats. Le BEPC, nous avons enregistré 4 354 candidats. Au bac islamique, nous sommes à 1259 candidats. Ces candidats composent dans 254 centres. Les guides religieux, Cheikh Ousmane Diakité, président du GOZIM, et Dr Farouk Fadiga du CODIS, pour leur part, ont encouragé les responsables de l'enseignement islamique tout en évoquant certaines perspectives. Nous avons réfléchi à la politique nationale de l'éducation islamique. Avec le docteur, nous travaillons sur le projet. Dans ce projet, il y a aussi que nous devons créer un institut des sciences de l'éducation. Pensons à nos enfants, d'abord et avant tout. C'est pour eux qu'on fait tout ça. Pensons à eux, tout en étant dans nos organisations. Mais notre objectif majeur doit être de sauver nos enfants. Les résultats de ces différents examens sont prévus pour le 20 mai. À quelques mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire, la ministre Belmondo Dogo a échangé avec les responsables des organisations de la société civile, l'occasion de faire le point sur les actions menées et de rappeler leur rôle dans la paix et la cohésion sociale. Les précisions de Pierre Dipomila. Rencontre d'orientation et de cadrage entre la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté, Belmondo Dogo, et les organisations de la société civile, signataires de la Convention de partenariat stratégique, membres du cadre permanent de concertation et de collaboration en vue d'une élection présidentielle apaisée. Jean-Marc Ovy du WANEPSI a, au nom de ses pairs, énuméré quelques actions préventives sur le terrain. Nous avons mené des actions majeures et structurantes, parmi lesquelles l'élaboration d'une cartographie des zones à risque et d'une étude de facteurs de vulnérabilité, en lien avec WANEP, Interpeace Indigo Côte d'Ivoire, afin d'identifier les foyers de tension et d'orienter les actions de prévention, la mise en place de groupes nationaux de réponse électorale et de cadres de collaboration pour anticiper les risques de violence électorale et promouvoir la concertation au niveau local. Ce que nous sollicitons de votre département, c'est un accompagnement déterminé pour faciliter l'obtention par les OSC partenaires de la reconnaissance d'utilité publique, condition essentielle pour accroître notre légitimité et notre impact sur le terrain. La ministre Belmondo a salué le travail de ses OCS partenaires sur le terrain, tout en les invitant à rester impartiales dans le contexte d'un environnement politique agité en cette période préélectorale. La responsabilité et l'intégrité qui voudraient que vous posiez des actes qui inspirent confiance. Vous ne devrez être à la solde de personne. Et j'insiste là-dessus, aucun parti politique, aucun groupe extrémiste. Évitez d'être le porte-voix des partis politiques en habillant publiquement des hommes politiques. Ces prises de position assumées rendront inaudibles vos messages auprès des populations. Rappelons que la cohésion sociale et la consolidation de la paix qui fondent votre légitimité transcendent les clivages partisans. Ces causes n'ont pas de couleur politique. Maintenir et renforcer la cohésion nationale entre toutes les forces vives de la nation est l'une des missions du ministère en charge de la cohésion nationale. Et cela passe aussi par les organisations de la société civile, dont le rôle est déterminant dans cet environnement politique tendu à 6 mois de l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire.
Le docteur Michel Yao, spécialiste en santé publique, est candidat pour diriger le bureau régional de l'OMS en Afrique. Il a été présenté officiellement à Abidjan par les ministres de la Santé et des Affaires étrangères. Un sujet de Pierre Dipomela. Fort d'une carrière remarquable de plus de 27 ans dans le domaine de la santé, dont 2 décennies au sein de l'OMS, le docteur Yao est unanimement salué pour son expertise, son leadership et son engagement au service des populations au moment où il est présenté par le ministre en charge de la Santé et celui des Affaires étrangères comme étant le candidat de la Côte d'Ivoire au poste de directeur régional de l'OMS pour l'Afrique. Cette candidature est celle d'un professionnel d'exception, d'un homme de terrain, d'un stratège reconnu au sein de l'OMS, mais aussi d'un fils de l'Afrique engagé pour la santé de ses frères africains. Le gouvernement a officiellement endossé la candidature de Dr Ndakonan Michel Yao, actuel directeur des opérations sanitaires stratégiques au siège de l'OMS à Genève en Suisse. Son élection constituera une première dans l'histoire de notre pays et une reconnaissance majeure pour l'Afrique de l'Ouest francophone qui n'a plus occupé un tel poste depuis le décès de Dr Alfred Kenom en 1984. Nous saluons la vision du président de la République, son Excellence, M. Alassane Ouattara, qui a autorisé et soutenu cette candidature nationale. Le docteur Michel Yao a joué un rôle central dans la gestion des crises sanitaires majeures, comme les épidémies d'Ebola, la pandémie de Covid-19 et la reconstruction du système de santé en République centrafricaine. Nous sommes 4 candidats. Je pense que ce qui fera la différence, c'est surtout l'expérience du terrain. J'ai parcouru pratiquement toute l'Afrique, du nord au sud, de l'est en ouest. J'ai côtoyé les communautés, j'ai été plus proche des communautés et puis j'ai aussi eu l'expérience à tous les niveaux de l'OMS comme représentant pays, responsable des opérations dans le bureau Afrique et maintenant au siège. Donc je pense que cette expérience-là me permettra de mieux servir l'Afrique comparé peut-être aux autres candidats. Le président de la République, Alassane Ouattara, a personnellement soutenu cette candidature pour une représentation accrue de la Côte d'Ivoire dans les organisations internationales. L'élection est prévue pour le 18 mai prochain. Un colloque sur la sécurité s'est tenu dans la capitale économique. Des experts ivoiriens et internationaux ont échangé sur comment les traditions africaines peuvent aider à lutter contre le terrorisme. Un reportage de Fatia Koulibaly et de Cheikh Bleu. Un panel composé de chercheurs, d'activistes, ainsi que de représentants d'institutions locales et régionales planche sur sécurité et état de droit en Afrique de l'Ouest, le rôle du droit coutumier et des systèmes juridiques traditionnels dans la lutte contre le crime organisé. Il s'agit de la 3e édition de cette rencontre qui, cette année, met un accent particulier sur la contribution des normes et pratiques juridiques traditionnelles dans la prévention de l'extrémisme violent et la consolidation de la paix. Nous savons que la lutte contre le terrorisme parfois dérive et nous, en tant que programme pour la promotion de l'état de droit, nous apportons notre support par rapport à la lutte, mais aussi cette lutte doit respecter les droits humains et cette activité contribue à la recherche des solutions endogènes des communautés africaines qui ont parfois pu régler leurs conflits de manière pacifique pour un peu enrichir le droit objectif. Le droit objectif, certes, est bien, ça lutte contre le terrorisme, mais aussi l'apport des communautés pour qu'elles puissent se retrouver dans cette lutte est très important en prenant en considération les coutumes qu'elles ont toujours adoptées. La contribution des chefs coutumiers du domaine coutumier en général est essentielle. Ce sont les gardiens de la tradition. Ce sont eux qui, sur le terrain, sont capables d'organiser également la résilience. Donc il faut, la Côte d'Ivoire, l'un des pays africains, sans doute parmi les plus avancés sur cette question, avec l'institutionnalisation de la Chambre des chefs traditionnels dans votre Parlement. C'est un exemple certainement à suivre par d'autres pays. Le colloque a été enrichi par de nombreuses interventions de haut niveau. Nous sommes venus avec beaucoup d'intérêt, en ce sens que ces outils stratégiques qui se développent vont après être utilisés par les parlementaires que nous sommes en accord avec nos mandats pour voir quels sont les arguments qui peuvent être mis en avant au plan de notre arsenal juridique national pour consolider donc notre cadre juridique pour pouvoir répondre efficacement à ces menaces. Face à l'évolution des menaces sécuritaires,
de plus en plus complexes et présentes au-delà des frontières, comme le terrorisme et le crime organisé, cette rencontre a permis de rappeler l'importance d'unir les lois modernes aux traditions locales. Le droit coutumier peut ainsi renforcer les actions de l'État et rapprocher la justice des populations. Le colloque, qui se poursuit jusqu'au 7 mai, rassemble des participants venus de plusieurs pays de la sous-région, dont la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Cameroun, le Sénégal et le Niger. Et comme annoncé en titre au Vatican, les cardinaux se préparent à huis clos à élire le successeur au pape François, comme vous l'explique Pierre Dipomélin dans ce récit. Les cardinaux tiennent la 12e et dernière réunion de congrégation dans la cité du Vatican avant le conclave ce mercredi 7 mai. Suite au décès du pape François le 21 avril dernier, 133 cardinaux électeurs se réuniront mercredi 7 mai dans la chapelle Sixtine pour choisir parmi eux le nouveau chef des 1,4 milliard de catholiques du monde. Les cardinaux ont tenu mardi dans la matinée leur dernière réunion préparatoire avant d'aménager au Vatican où ils entameront mercredi le conclave, une réunion à huis clos pour élire le successeur du pape François. Plus de 2 semaines après la mort du jésuite argentin, les 133 cardinaux électeurs s'enfermeront à partir de mercredi après-midi sous la majestueuse fresque de la chapelle Sixtine pour un conclave qui s'annonce particulièrement ouvert. Ils prendront place autour de tables recouvertes de nappes en satin beige et rouge avant de voter sous la célèbre fresque du jugement dernier de Michael Ange. Les prélats inscriront le nom de leur choix sur le bulletin sous la mention Eligo in Summum Pontificiem qui signifie en latin « Gélie, le souverain pontife ». Puis le bulletin plié sera placé sur un plateau d'argent et ensuite glissé dans l'urne. À l'issue de cette réunion du mardi, ils ont lancé un appel pour une paix juste et durable en Ukraine, au Moyen-Orient et dans tant d'autres parties du monde, a indiqué le service de presse du Vatican. Avant la fermeture des portes de la chapelle Sixtine mercredi après-midi, les cardinaux jureront de garder le secret absolu sous peine d'excommunication. Il leur sera interdit de communiquer avec le monde extérieur tant qu'ils n'auront pas élu un nouveau pape. Le Vatican a annoncé qu'il couperait le réseau téléphonique à l'intérieur de la petite cité d'État, mercredi à partir de 15h, soit 13h GMT, jusqu'à l'élection, mais pas la place Saint-Pierre où seront massés les fidèles. Les cardinaux, qui devront se séparer de leur téléphone portable, informeront le monde de l'avancée de leurs travaux en brûlant leur bulletin de vote pour produire de la fumée noire, en l'absence de choix, blanche pour un nouveau pape, un cérémonial à forte symbolique visuelle, retransmis en Mondovision. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain à 19h50. Bonne soirée à toutes et à tous.